Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bonjour, je suis Lenny Kessler et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Iyas Ait Benhiba. Bonjour Lenny. Bonjour Iyas. Nous allons parler de systémie, mais avant ça je vais peut-être te présenter quand même en quelques mots pour nos auditeurs. Donc après des études en Belgique, tu as travaillé dans la finance, hedge fund et banque d'investissement. Et tu t'es en parallèle intéressé au sujet de transition. Donc si je ne m'abuse, tu as été bénévole au Shift Project, pour les Shifters in Finance. Tu as co-développé la fresque de la finance. Et enfin, tu as fait partie de l'équipe cœur de la CEC Monde Financier où nous nous sommes rencontrés. Tu as par la suite réuni tous ces savoir-faire pour créer Possible, PSBL. Donc tu nous en diras peut-être un mot tout à l'heure. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots? Parce que un CV avec quelques lignes, ça ne nous dit pas pourquoi tu es là. Ok, la première chose, c'est que si tu m'entends dire 70 ou 90, c'est que voilà, c'est normal, je suis belge. Donc l'histoire a commencé en Belgique avec deux parents cinéastes. Mon père qui est marocain d'origine, ma mère qui est flamande. Voilà, le monde du cinéma n'est pas toujours un monde qui a été facile. Du coup, très vite, mes parents se sont dit, pour permettre à notre enfant, parce qu'ils se sont rencontrés dans les années 80, où la mixité n'était pas spécialement quelque chose qui était chose commune, même en Belgique, ils se sont dit, la meilleure façon d'offrir des opportunités différentes à notre enfant, c'est de le mettre dans un espace où peut-être des nouvelles opportunités pourront s'offrir à lui. Donc ils m'ont mis dans un collège, dans une école qui est un peu l'équivalent d'un Henri IV en France, dans lequel ça a été, je pense, un des premiers éléments assez marquants dans ma vie. Je suis rentré en lien avec des personnes qui utilisaient les mêmes mots, mais ne parlaient pas les mêmes langages, des personnes avec qui je partageais le même monde, mais pas les mêmes réalités. D'une culture plutôt arabo-musulmane. J'ai grandi et fait l'ensemble de mes études dans un collège jésuite, qui incarne du coup des valeurs extrêmement scientifiques, extrêmement catholiques, et dans laquelle j'ai été amené à rencontrer énormément de personnes qui évoluaient en tout cas dans des réalités assez différentes des miens, avec lesquelles bien entendu je suis devenu très proche. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de cette expérience, on va dire, dans ce collège, je me suis rendu compte des choses assez intéressantes, qui est que ce soit dans de l'abondance, dans ces milieux-là, ou dans l'absence, on arrivait quand même à se retrouver dans certains espaces qui étaient soit des espaces de fragilité, soit des espaces de tristesse, soit des espaces de joie. Et c'est vrai que ça a mis en perspective pas mal de choses qu'on m'a dit quand j'étais jeune, à savoir travail dur pour réussir. Alors qu'à l'inverse, je voyais des personnes qui avaient potentiellement réussi sans réellement travailler. Et à l'inverse, il y a d'autres notions telles que, en gagnant beaucoup d'argent, on sera en mesure d'être épanoui et on sera en mesure de régler tous nos problèmes. Et du coup, quand je voyais la réalité de ces personnes, en tout cas des familles dans lesquelles j'ai grandi aussi, et ces autres familles, je voyais beaucoup de prospérité, je voyais beaucoup de richesse, et peut-être je sentais parfois un peu moins d'amour, un peu moins d'épanouissement, un peu moins de joie, un peu moins de lien. Donc c'est vrai que ce soit dans l'absence de certains éléments ou dans l'abondance d'autres, j'ai commencé à me rendre compte que tout se posait dans la relation qu'on pouvait avoir avec eux. Et je me suis longtemps questionné sur comment est-ce que ces différents facteurs, parfois exogènes, parfois endogènes, pouvaient venir influencer les décisions qu'on avait au quotidien, sur les vacances, sur les études, sur les amitiés, etc. etc. Donc c'est vrai que cette approche qui consiste un peu à aller questionner tout ça, elle a toujours été un peu en moi. Et du coup, quand j'ai eu mon CESS, donc l'équivalent du bac en Belgique, mon père, bien sûr, voulait que je fasse médecine, n'étant pas du tout passionné, j'ai plutôt voulu partir à Solvay, qui est en fait un parcours assez atypique en Belgique, parce que ce sont des études d'ingénieur de gestion qui, on va dire, combinent un socle scientifique exigeant, mais avec pas mal de mineurs en gestion, en économie. Donc Solvay, fondé par Ernst Solvay, le chimiste, qui voulait essentiellement créer des ingénieurs qui sont en mesure de comprendre la technicité scientifique de ce que c'est que la chimie, les procédés industriels et aussi les dynamiques managériales et business. Donc j'ai suivi ce chemin-là. Et puis forcément, j'ai suivi un peu tout le clan que j'avais construit au travers du collège dans lequel je suis. Donc forcément,
J'ai été amené à côtoyer des idées et même des parcours de vie qui n'étaient pas spécialement ceux que j'aurais pu découvrir dans un milieu artistique, dont celui de la finance. Et donc j'ai eu 2 très bons amis à moi qui à la fin de leur bachelor sont partis, un à HEC Paris et un autre à Bocconi, et c'est là où j'ai découvert en fait le monde de la finance de marché. Et bon, c'est quelque chose qui est quand même initialement assez loin de nous, Belges déjà, d'une façon générale, et encore moins du milieu, et encore plus du milieu dans lequel je suis. Et du coup, bon voilà, à 22 ans, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête mes études, que je quitte la Belgique, en fait, pour aborder différemment le chemin, enfin en tout cas un des chemins qui ne semblait pas encore exister à cette époque pour un Belge au sein de la finance de marché. Donc voilà, j'ai arrêté mes études, j'ai commencé dans un hedge fund comme tu l'as dit, puis j'ai fait un peu de stage, et puis mon père qui m'a vu un peu partir aux 4 coins du monde, d'abord à Londres, après à Paris, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, t'as pas de diplôme, rentre ici. Je suis rentré en Belgique, terminé mes études, et après je suis parti à New York rejoindre un desk de trading exotique. Je suis resté quelques temps, et après je suis arrivé en France pour travailler essentiellement sur des questions d'ingénierie et de développement de produits stru. Et petit à petit, vu que je suis arrivé dans les années 2016, 2017, 2018, il y avait tout l'avènement de la question de l'ESG. Donc il y avait la question assez stratégique de comment est-ce qu'on intègre toutes les questions de durabilité dans la gestion allocative, dans les produits qu'on pouvait construire. Donc il y avait une nouvelle équipe durabilité qui était en train de se construire, et je l'ai rejoint. Donc petit à petit, donc tu le vois bien dans mon parcours qui est essentiellement animé d'un désir d'apprendre, d'être accepté dans des milieux qui ne sont pas spécialement les miens, et aussi peut-être de confirmer une ascenseur sociale parce qu'elle était quand même au service des personnes que j'aimais. Je suis quand même resté toujours très loin de la question de durabilité ou la question climatique, et c'est vrai qu'en commençant à travailler sur ces questions, j'ai été assez bouleversé de me rendre compte que la question climatique qui était abordée d'une façon assez technique, en tout cas très ingénieur, parce que la banque d'investissement dans laquelle j'étais a un ADN très ingénierie, sortait, selon ce que je lisais, selon ce que je travaillais, plutôt comme étant non pas un problème, mais un symptôme d'une dynamique qui était beaucoup plus profonde, qui était que notre système, en tout cas nos modèles économiques, sont d'une certaine façon déconnectés de la réalité socio-technique, ou des systèmes socio-techniques dans lesquels ils s'insèrent. Et c'est vrai que ça m'a assez bouleversé dans le fait que, en fait, l'ensemble des différents produits qu'on était en train de construire ne semblait pas répondre aux problèmes. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'aimaient bien dans la structure, dont un de mes mentors qui est un polytechnicien, avec qui j'ai eu cette discussion. Et je lui avais dit, mais est-ce qu'on est conscient que les produits, donc tu l'as dit, entre-temps, quand je suis rentré en France, j'ai rejoint un Shift Project, les Shifter and Finance, donc le but c'était un peu de combiner cet aspect très ingénieur et de voir comment est-ce qu'on pouvait l'amener dans le côté financier. Et bref, et du coup, bon voilà, j'avais eu l'occasion de bien comprendre les travaux de Janco, et donc je viens avec cet autre polytechnicien, à mon mentor, en lui disant, mais est-ce qu'on est conscient que ce qu'on est en train de construire ici ne résoudra pas le problème? Et il m'a dit, oui, je sais, et on n'est pas là pour ça. Et c'est vrai que tout de suite, tu vois, ça a été quelque chose de assez compliqué à entendre, parce que tu as toute une construction identitaire qui vient s'effondrer, où tu te dis que d'une certaine façon, au-delà de l'aspect financier, de l'ascension qui est la tienne, tu vas pouvoir refaire des liens avec des choses qui comptent, ta famille, ces enjeux-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, ben, comme tu le sens encore un peu maintenant, ça a été assez difficile de se dire que voilà, pendant une trentaine d'années, on a été dans une direction qui n'est pas la bonne, et qu'en fait, la seule façon qu'on pourrait avoir d'adresser différemment le problème, c'est de changer les règles du jeu et de sortir de l'endroit où on est. Donc voilà, ça a été un moment où je me suis dit, et entre-temps, j'ai été postulé dans d'autres banques, dans d'autres fonds, et j'ai bien compris que la problématique était beaucoup plus profonde, parce que la façon qu'on avait de réfléchir était la même, indépendamment de la structure dans laquelle on était. Et du coup, j'ai quitté le monde financier à la recherche de nouveaux modèles, de nouveaux récits, histoire de trouver un nouveau cap qui puisse me recréer les conditions, qui me donnent l'énergie de me donner. Et comme tu l'as dit, c'est ce qui m'a amené
Du coup, petit à petit, au travers de ce qu'on avait déjà commencé au STIF, à être rejoint et rejoindre pas mal d'autres personnes qui étaient aussi touchées par cette question, qui avaient envie de s'y engager, en cofondant et co-construisant la fresque de la finance, pour démystifier ce système financier, faire comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'une problématique technique, mais qu'en fait la finance elle est partout, et que nous en tant que citoyens, en tant que personnes, sachante ou pas sachante, il y a différents leviers qu'on peut aller activer pour accompagner en tout cas cette transformation différemment. La CEC dont tu as parlé, et jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer mon associé Céline au travers de travaux communs au Chip Project, et on s'est dit c'était peut-être l'occasion de construire quelque chose ensemble et arrêter de passer toutes ces années à se sacrifier, en tout cas se donner bénévolement pour la cause, et de voir comment est-ce qu'on pouvait éventuellement vivre. Voilà, et donc c'est de là en fait que Possible est né d'une certaine façon. Possible ayant comme objectif, je le dis un peu de façon barbare, d'être les copilotes des stratégies de durabilité des acteurs financiers en les accompagnant dans leur transformation systémique. Donc voilà, pas mal de mots un peu flous pour l'instant, mais que peut-être on aura l'occasion d'explorer ensemble. Bien sûr. Alors déjà, j'adore le nom Possible, hein, bravo d'avoir trouvé ça. Merci. Alors tu as mentionné le dernier mot, c'était systémique. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est la systémie, puisque je crois que c'est pas forcément une idée encore très répandue. Ouais. Alors je partirais de la métaphore. Imagine tu es dans une forêt. Eh ben la systémie, c'est ni la forêt ni l'arbre. C'est ce qui lie l'arbre à la forêt. Dès qu'on arrive avec une approche de systémie, on rentre dans une dynamique de relation. Quand par exemple tu es dans un couple, ce qui compte c'est pas juste toi, c'est pas juste moi, c'est le couple, c'est la relation que nous avons. Et donc une approche systémique, c'est une approche qui consiste à aller analyser différents éléments, non pas au travers de ce qu'ils sont, mais au travers de la façon dont ils se lient les uns avec les autres, quelles sont les différentes spécificités qui vont amener différents systèmes à agir d'une certaine façon. Donc j'ai introduit le mot système. Qu'est-ce que c'est qu'une système sans rendre le truc trop compliqué? On va dire que c'est un ensemble d'éléments ou de parties qui sont organisés de façon cohérente et interconnectée et qui produisent un comportement caractéristique. Voilà. Ce comportement caractéristique, quand ce sont des éléments qui sont non vivants, on appelle ça une fonction. Donc tu as différents composants qui ont une fonction dans une machine, tu as différents éléments dans une voiture qui sont des composants qui ont une fonction pour la voiture. Et quand ce ne sont des éléments plutôt vivants, on va parler de but. Qui dit système, dit différents types de systèmes. Donc il existe des systèmes technologiques, c'est exactement ce qu'on a autour. Il y a des systèmes biologiques, il y a des systèmes écologiques, tels que des forêts. Il y a des systèmes sociaux, tels que les structures qu'on connaît, que ce soit dans le monde occidental ou dans le monde oriental. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que quand on comprend que le monde est système, on se rend compte que, indépendamment de qui nous sommes et où qu'on est, le fait juste de penser ou le fait juste d'agir nous amène intrinsèquement et par design à interagir d'une façon visible et invisible avec énormément de systèmes. Donc on se pose la question, ok, il y a et. Ce qui est assez intéressant ici, c'est de comprendre qu'indépendamment de la nature de ces systèmes, ils ont des spécificités en fonction de leur typologie. Donc il y a des systèmes qui sont simples, il y a des systèmes qui sont dits compliqués, il y a des systèmes qui sont dits complexes et il y a des systèmes qui sont dits chaotiques. C'est un modèle qui a été développé par un consultant gallois qui s'appelle Dave Snowden, qui est assez intéressant parce qu'il vient nous expliquer qu'en fonction de la nature du système avec lequel on va interagir, il y a un processus à mettre en place qui est plus ou moins pertinent en fonction de l'interaction et du type de système qu'on a. Par exemple, un enfant, c'est un système complexe. Donc si tu l'amènes chez un garagiste qui travaille qu'avec des systèmes compliqués, ça va être problématique. Donc il y a déjà le sujet de mieux comprendre qu'un système simple et un système compliqué sont des systèmes qui ont une espèce de cartographie. On sait à quoi ils ressemblent, et donc l'idée c'est avec plus ou moins d'expertise d'aller interagir à différents endroits. Et en fait, au plus tu as d'expérience, et au plus tu sais directement quel est le problème et comment tu le résous. La problématique ou en tout cas ce qui est tricky dans des systèmes complexes, c'est que tu ne sais pas quel est le système. Parce qu'il y a des dynamiques visibles et invisibles, et la seule façon de pouvoir déjà le résoudre ou interagir ou même l'amener dans une direction, c'est de comprendre quels sont l'ensemble de ces dynamiques, qu'ils apparaissent à nous dès que l'on commence à interagir avec. Les systèmes complexes ne sont pas visibles, ne peuvent pas être anticipés, et il nous faut entrer en interaction avec eux pour comprendre l'ensemble de ces dynamiques-là. Et donc quand tu vois que c'est quelque chose qui émerge de par certaines caractéristiques de ces systèmes, se pose la question de quels sont les différents éléments qu'on peut garder en tête pour pouvoir interagir plus ou moins de façon pertinente sans tout détruire d'une certaine façon.
Et donc, c'est là où les travaux de Donella Meadows, qui est une systémicienne, ingénieure de MIT, qui est notamment l'une des, que beaucoup de gens connaissent, je pense, qui est une des cofondatrices, en tout cas co-rédactrice de Limits to Growth et du club de Rome. Elle vient nous expliquer qu'il y a des niveaux d'intervention qui peuvent être classifiés en 4 niveaux. Le premier, c'est cette notion de... Je vais peut-être partir d'un exemple, ça va être un peu plus facile. Imagine, tu as un trader, je vais pas te parler de ce que je connais, qui commet pas mal de différentes actions qui sont malfaisantes et il détourne de l'argent. Bon, on a un problème. Ça, c'est un fait qui est manifesté. La question qui va se poser derrière, c'est ce problème, il est dû à quoi et quels sont les différents processus qui vont faciliter cet élément-là. Par exemple, la relation qu'il a avec ses collègues, la relation qu'il a avec son management, la dynamique ambiante qu'il pouvait y avoir au sein de la structure, dans la culture, ou bien même dans l'environnement financier dans lequel on évoluait. Cette question de pattern est assez importante parce qu'on se rend compte que si on parle de l'image de l'iceberg, il y a quelque chose qui se voit, et puis au plus on rentre dans cette eau et au plus on se rend compte qu'il y a d'autres choses derrière. Donc dès qu'on aborde des problématiques de complexité, se pose la question de ce qui se voit, mais surtout de ce qui ne se voit pas. Donc la première chose qui ne se voit pas, ce sont ces différents patterns, ces processus. Deuxièmement, ce sont les structures. Donc tu vois, par exemple, dans le cas de ce trader, si tu as un desk qui est attendu, dans lequel on met beaucoup de pression pour qu'il maximise le return, et derrière il y a des processus de contrôle qui sont allégés pour laisser un maximum de liberté pour ces traders à maximiser leur PNL, à un moment ou un autre, d'une façon assez systémique, on va se retrouver dans une probabilité de plus en plus grande d'avoir une manifestation comme celle-ci. Donc tu as la structure, et puis en dessous encore de tout ça, il y a ce qu'on appelle les modèles mentaux, donc les paradigmes dans lesquels l'ensemble de ces personnes vont baigner, l'ensemble de ces croyances, qui vont venir faciliter plus ou moins certains types d'actions qui vont influencer aussi bien les structures que les processus et donc la probabilité de manifestation de certains éléments. Voilà. Merci Yas, c'est très intéressant et passionnant. Comment est-ce que on va revenir à la finance et peut-être au concret. Je comprends qu'on a un certain nombre de systèmes, dont le système financier. Le système financier, souvent, on a un peu l'impression qu'il est quand même en dehors du monde. Comment concrètement, en fait, tu vois ce lien entre système financier et le reste, et encore plus pour aller jusqu'à cette transformation désirée? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Je pense que pour aborder d'une façon un peu structurelle, parce qu'on pourrait prendre, je pense, plusieurs années à juste discuter de ce sujet, pour repartir d'un framework que j'ai introduit, qui est celui de Donella Meadows et des 4 différents niveaux, il serait intéressant d'un peu comprendre dans un premier temps quelles sont les croyances qui justifient que le système tel qu'il est reste le sien, et puis éventuellement, sans rentrer dans trop de détails, quelles sont les problématiques structurelles qu'on retrouve au sein du monde financier qui va en fait l'empêcher, de par sa nature, à aller dans certaines directions. Un truc important à garder en tête, c'est que on ne peut pas changer un système complexe, on peut juste créer les conditions pour qu'un système évolue dans un certain sens, à son rythme, quand il est prêt. Donc là, le sujet, c'est de se dire quels sont les différents leviers qui existent, comment pouvons-nous plus ou moins les influencer, et une fois qu'on interagit avec ces leviers, qu'est-ce qui se passe? On ne sera jamais à 100% sûr qu'on ira dans une direction, mais en tout cas, dans cette proposition que j'amène ici sur comment est-ce qu'on pourrait y aller, il est quand même important de garder à l'esprit que je ne suis ni académicien ni théoricien, je suis plutôt un praticien, et donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on applique des modèles qui ont été développés par des personnes bien plus compétentes et intelligentes que moi, mais dans une réalité qui est la mienne, qui est quand même celle où on échange avec beaucoup, notamment d'asset owners, d'institutionnels. Donc sur la partie, on va dire, donc je parlais de cet iceberg, si on va tout au fond, la question du paradigme et des modèles mentaux et donc des croyances. Il y a déjà une première croyance qui est extrêmement, je pense, problématique, mais qui va au-delà de l'aspect financier, qui est cette vue très naturaliste du monde. Donc, qui est un héritage de notre ami Descartes, et puis de cette pensée très mécaniste du monde, qui est de se dire, bon, ben, l'homme,
est un peu au-dessus de tout, il est déconnecté de la nature. Et en fait, il y a un besoin en tant qu'homme, qui est dans une aspiration assez utilitariste aussi, d'utiliser l'ensemble de ses ressources pour que lui-même puisse s'épanouir. Et donc, c'est cette notion dans laquelle on va venir déconnecter ce qu'est l'homme du reste, ce côté où, de par les cycles des Lumières, on regarde de plus en plus l'homme qui devient le centre de tout et qui n'est plus en lien avec le reste, est déjà quelque chose qui, d'un point de vue... j'ai pas envie de dire des mots un peu trop compliqués comme cosmologique, est problématique parce qu'en fait on fait monde d'une façon très différente. C'est un peu ce qu'on pourrait voir avec des véganes par exemple. Tu vois, quand tu t'identifies comme étant quelqu'un de végane, tu comprends, enfin tu te dis en tout cas qu'il n'y a pas de différence entre les espèces, il n'y a pas de raison pour laquelle moi je pourrais en manger d'autres. Ce qui est compréhensif, une fois que tu comprends cette cosmologie, la façon dans lesquelles c'est la façon que les gens ont de voir ce monde. Donc quand tu fais monde différemment, tu vas le percevoir d'une façon très différente. Donc tu vas tirer un sens, il y a un niveau ontologique qui est très différent. Et puis tu vas avoir une approche de valeur qui est aussi très différente. Donc tu as un aspect axiologique qui est très différent. Et ce qui est assez fou, c'est que tu te rends compte que dès que tu comprends que tu fais monde différemment, et que tu as changé la façon que tu as de voir le monde et de te lier au monde au travers de tes valeurs, la façon que tu vas avoir de penser, qui est un niveau épistémologique, va totalement évoluer. Et donc c'est un peu le sujet, c'est un peu le point de la Meadows et de beaucoup de personnes qui travaillent sur des narratifs, c'est de faire comprendre, et c'est un peu la mouvance de cette notion de deep écologie, d'écologie profonde, c'est que aussi longtemps qu'on s'identifiera comme étant quelque chose qui est déconnecté du monde, on ne pourra plus être en lien, et du coup, on revient sur le sujet de la systémie, on ne sera pas en mesure de pouvoir construire des solutions qui, elles, se veulent systémiques. Donc, en finance, il y a ce paradigme naturaliste dans lequel l'homme peut, de par différentes raisons, s'attribuer l'ensemble des ressources qui sont les siennes, qu'elles soient humaines, qu'elles soient biologiques, qu'elles soient écologiques, etc. Et un autre sujet qui est plutôt cette notion de voir le monde comme une machine à optimiser. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui nous a été hérité de cette révolution industrielle, qui est de nous dire, par exemple, une équipe, un mec, il est mauvais, j'enlève le mec et puis je mets quelqu'un d'autre. Bon, c'est une machine, j'ai une pièce qui est défectueuse, je le remplace. Le problème, quand tu es comme ça dans une dynamique complexe, c'est que les liens ne sont pas connectés, ils sont interdépendants. Et en fait, quand tu enlèves quelqu'un, c'est un peu ce qu'il y a sur les tendances de marché, tu envoies un signal. Et ce signal, il part dans l'invisible, et il est en train de dire à l'ensemble de ces personnes quelque chose d'assez clair, qui est que si tu ne performes pas, tu sors. Cette croyance-là est en train de conditionner un grand ensemble de possibilités sur qu'est-ce qui est possible entre toi et moi, Lenny. Imagine, on est dans une boîte et on nous dit, si tu ne performes pas, tu sors. Et si toi, ton desk a un certain PNL et j'en ai un autre, qu'est-ce que c'est en train de dire de la relation que ça peut créer entre toi et moi ? Donc il ne peut pas y avoir de coopération, on ne peut pas travailler ce lien parce qu'on vient de construire, on va dire, un contexte qui va nous opposer l'un à l'autre plutôt que nous lier. Donc l'idée, c'est déjà juste de comprendre ces premiers éléments, c'est qu'en ayant une approche naturaliste et en une approche mécanistique, on aura du mal à rentrer dans une approche qui se veut purement systémicienne ou systémique. Un deuxième, et tu l'as très bien dit, et qui est un peu en lien avec ce que je disais un peu avant, c'est cette notion de il existe une planète qui est au service des sociétés humaines, qui sont elles-mêmes au service d'un système économique, qui est lui-même au service d'un système financier. Voilà, donc on a un enchevêtrement de systèmes de tel que l'ensemble le plus élevé est celui de la finance, qui va venir du coup décliner d'une façon, on parle de verticale d'investissement, très clair, la priorité de l'ensemble des décisions qui sont prises au niveau économique, sociétal, et puis plutôt écologique. Cette problématique se doit d'être inversée. Un monde qui veut rentrer dans les limites planétaires, c'est un monde dans lequel on doit faire comprendre à l'ensemble de notre système financier que pour son propre intérêt, il se doit non plus d'utiliser le reste, mais de se mettre au service. Et il nous faut une finance qui soit au service d'une économie, une économie qui soit au service des sociétés humaines, et des sociétés humaines qui soient au service de la biosphère dans son ensemble, et de l'ensemble des écosystèmes dans lesquels elles viennent s'insérer. Donc ça, c'est d'un point de vue plutôt croyances, modèles mentaux, une façon un peu plus technique et structurelle. Bon, je pense dans la continuité dans ce que je disais, se pose la question de l'objectif. Donc en fait, t'as beau être Gandhi, si je te mets au board de JP Morgan, si le but de JP c'est de faire de la thune et de maximiser le return, on s'en fiche. Que ce soit Gandhi ou Martin Luther King, la dynamique systémique fait que
tu ne seras pas en mesure, étant donné que l'objectif est là, de changer quoi que ce soit à ce niveau. Donc il y a un besoin de revoir en fait quels sont les objectifs de l'ensemble de ces institutions. C'est pour ça que pas mal de personnes amènent le sujet de quel est le rôle de la Banque centrale et comment est-ce qu'on peut le revoir. Quels sont les rôles des entreprises avec l'émergence d'entreprises à mission. Parce qu'elles viennent d'une certaine façon casser un mythe très important qui est que le but d'une entreprise et ou des financiers est de maximiser un return qui se veut capital. Enfin un capital qui se veut financier. Je pense que là, l'idée est de comprendre que le capital, dans sa notion globale, n'est pas qu'une question de finance et qu'il existe au quotidien énormément d'autres types de capitaux qui sont nécessaires pour permettre à un capital financier lui-même de prospérer. Il n'y a pas d'argent sans structure, il n'y a pas de structure sans personne, il n'y a pas de personne sans société, il n'y a pas de société sans écosystème vivant, etc. Donc il y a la notion de réégaliser le capital financier, arrêter qu'il soit tout au-dessus, mais qu'il soit mis à côté d'autres capitaux qui peuvent être des capitaux sociaux, des capitaux intellectuels, des capitaux écologiques, naturels, spirituels dans certains espaces, etc. Donc ce besoin de penser non plus monocapital, mais penser multicapital, avec notamment l'émergence de solutions un peu plus assez techniques sur ces questions-là, donc de triple compta, de comptabilité intégrée, la notion d'impact est déjà une révolution en tant que telle, parce qu'elle vient expliquer qu'il ne faut pas juste laisser ça dans une sphère publique ou philanthropique. Il y a des acteurs qui sont prêts à penser différemment leur gestion allocative pour y intégrer des objectifs qui soient autres que celui juste on va dire de la maximisation d'un capital financier. Donc ça vient déjà nous donner des signaux faibles de quelles sont les solutions pour demain. Par contre, au-delà de l'aspect objectif qui est assez intéressant, on voit qu'il y a des problématiques structurelles qui vont nous empêcher, quoi qu'on fasse, en tant que financier, de sortir de là où on est. Le premier, c'est de comprendre que même si on est dans une approche d'impact, on est biaisé par rapport au type de capital qu'on va gérer. Moi, si je suis un gestionnaire de fonds et que je suis dans un fonds fermé à 10 ans et que je suis indexé sur ma plus-value avec les différentes contraintes et avantages fiscaux que je peux avoir, je suis conditionné d'un point de vue probabilistique à partir dans une certaine direction, avec certains types de start-up, et donc dire non à des opportunités qui pourraient faire du sens, non pas pour mon capital, mais pour le besoin du secteur, de la région ou de l'endroit où je suis. Et donc il y a un besoin réellement de sortir de cette approche capital, donc centré capital, capital-centric, pour passer plutôt dans des approches besoin-centrées. Need-centric, pour que le financier ne parte pas du capital en se disant voilà j'ai 350 millions ou 5 milliards à déployer sur une thématique, mais bien qu'il parte d'un besoin qui est identifié dans un territoire et il voit comment une poche allocative d'un fonds peut venir accompagner une orchestration qui elle se veut beaucoup plus complète sur l'ensemble de la chaîne de valeur des instruments financiers qui existent. Imagine, on a envie de travailler l'assurabilité d'un territoire. Bon, il y a un travail sur le financement des collectivités, tu ne vas pas le faire en haut de bilan. C'est un travail en bas de bilan avec essentiellement des acteurs publics, Banque des territoires par exemple. Tu vas faire des prêts très long terme. Par contre, la collectivité seule, elle a un problème. Elle a besoin de s'allier avec d'autres acteurs économiques. Donc on peut très bien construire toute une chaîne de valeur dans laquelle on va faire venir pas mal de petites startups ou des startups qui veulent scaler. Donc on est sur du small cap, on est sur du mid. Et donc là, il y a un besoin pour la collectivité de s'associer à une banque des territoires, pour s'associer éventuellement à la société forestière, je dis n'importe quoi, qui va travailler sur un capital naturel, qui en plus va être accompagné par la BPI d'un point de vue public, et d'autres acteurs privés qui vont venir accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur pour construire, pour non plus disrupter et optimiser un point de telle sorte que tout le monde se fait plus d'argent pour que le fonds, mais bien pour que l'ensemble de la chaîne de valeur se transforme. Donc en fait, de par les besoins qui sont les nôtres pour aller rencontrer ces problématiques systémiques, il y a un besoin de changer radicalement et les outils, parce que le fonds reste un outil, et ne plus partir sur je lance un fonds, mais bien je veux répondre à un besoin et il nous faut orchestrer différemment ce capital. Donc ça c'est par exemple un problème très structurel et technique qui va s'imposer à nous. Un autre élément, c'est cette notion après aussi de gestion par asset class. Donc étant donné qu'on est un monde d'experts dans lequel on est surspécialisé sur une typologie de produits, sur une typologie de classe d'actifs, et puis sûrement aussi, ça dépend un peu de notre rapport à la finance et des activités qu'on a sur la région dans laquelle on travaille. On va être surspécialisé, et la problématique de l'asset class va nous amener à développer une vision très silotée d'un sujet. Or, comme je viens de te l'expliquer, quand on veut répondre à un besoin, je sais pas, tu vois, si tu as un problème de santé chronique
c'est pas juste une question de je me déplace mal. C'est une question de je dors peut-être pas assez, j'ai trop de stress dans ma life, je mange pas assez bien, ou peut-être je mange trop de mauvaises choses, je suis peut-être pas entouré des bonnes personnes qui m'amènent dans des espaces qui sont... Donc tu vois, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus global. Donc étant donné qu'on a un besoin d'aller rencontrer ces problématiques, il nous faut une façon de penser, il nous faut des postures, il nous faut des processus et il nous faut des outils qui soient adaptés à un travail en commun. Donc ça peut pas être juste pour des communs, ça peut être très bien dans une approche privée, mais une approche assez différente de collaboration entre classes d'actifs et peut-être entre acteurs, chose qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir. Et peut-être un dernier point qui est en lien en fait, avec tout ce que je suis en train de dire sur la notion de comment est-ce que tu gères ta classe d'actifs et ton portefeuille. Donc de manière générale, vu que tout le monde est un peu siloté, tout le monde va aller diversifier son portfolio. Donc le principe de la diversification, on la connaît tous, tu essayes de diminuer ton risque intrinsèque en allant chercher de plus en plus d'entreprises qui sont indépendantes les unes aux autres. Comme ça, si tu as un problème qui est plus ou moins systémique, derrière, tu es couvert d'une façon probabilistique. Donc ça, c'est vrai dans un monde qui est stable, dans un monde qui corrèle dans le bas, parce que tout s'effondre, en fait, peu importe ton allocation, ton portfolio va décrocher. Donc, les solutions d'avenir, ce sont des solutions qui travaillent au contraire à agrandir l'interdépendance qu'ont les différents acteurs. Je ne sais pas si tu te rappelles de moments difficiles que tu as eu dans ta vie. Moi, je t'assure que j'avais pas besoin d'être indépendant des gens. J'étais très content d'être interdépendant parce que j'avais certains amis qui venaient m'aider. Et en fait, elle est exactement là, la même logique, c'est de comprendre que dans des espaces de plus en plus volatiles, de plus en plus violents, et dans un monde de plus en plus VUCA, donc volatile, incertain, avec beaucoup d'ambiguïté et d'incertitude sur ce qui va arriver, il y a un besoin de se serrer les coudes. Et du coup, être dans une approche de diversification, en tout cas où on veut tout rendre indépendant, où on veut juste utiliser en tout cas ces modèles, ne pourront pas nous permettre de sortir de ce qui arrive. Donc ça amène plein de sujets assez techniques sur qu'est-ce que ça veut dire sur la gestion moderne de nos portfolios, comment est-ce qu'on peut penser différemment ces gestions allocatives, et voilà. Mais je vais peut-être rester là pour l'instant. Oui. Alors bon, malheureusement, effectivement, on n'a pas toute la journée, même si je pense qu'on pourrait occuper un podcast d'une journée. Moi, je suis très sensible à ce que tu nous dis. Effectivement, on est souvent pris dans nos outils qui nous poussent à optimiser un morceau, etc. Je vois bien l'ambition de se dire alors on va changer le mindset, on va apprendre à tous s'entraider et on va créer un monde beaucoup plus résilient. Ça fait énormément de sens tel que tu le décris. Maintenant, nos auditeurs sont en grande partie du monde de la finance, des gérants, des analystes. Par où est-ce que je commence ? Parce que commencer par juste se dire j'arrête d'optimiser un morceau alors que tous mes outils sont faits pour ça, je vais optimiser une chaîne de valeur alors que j'ai pas forcément même juste les autres classes d'actifs dans la même boutique que moi. Comment je m'organise ? Comment je m'organise ? Alors déjà, la première étape, tu vois que je pense que la première question, en fait, j'ai pas envie de te répondre, j'ai pas envie de te donner une réponse. J'ai envie de te poser une question, Lenny. C'est où es-tu ? D'où viens-tu ? Quelle est ton histoire ? Qu'est-ce qui a compté ? Qu'est-ce qui compte ? Où est-ce que tu as envie d'aller ? Pourquoi tu as envie d'aller là-bas ? Et avec qui tu as envie d'y aller ? En tant que personne. Ce raisonnement, après, il faut l'étendre, puisque le monde est fractal. Donc ce sont des mêmes patterns qui se répètent à des niveaux différents. Il faut amener cette logique à un niveau entreprise, secteur, filière, région, pays, monde. Quelque chose qu'on ne nous a pas appris, et je pense que ça nous mettra encore 10-15 ans avant de le comprendre, c'est cette notion d'approche de développement régénératif. Ça fait peur. Je vais te donner un exemple simple. En fait, la meilleure façon pour toi d'optimiser un objet, un projet, une entité, c'est de ne pas travailler sur l'entité. C'est de travailler sur le contexte dans lequel il prend forme. Imagine une école. On a envie de lancer une nouvelle école dans le 4e arrondissement, parce qu'on est à Paris, donc c'est un peu le seul exemple que j'ai pour l'instant. Désolé. Mais peu importe, tu vois que la logique elle peut s'appliquer un peu partout. Avant de travailler sur l'école, il y a un besoin de comprendre quels sont les enjeux de l'arrondissement ou du quartier dans lequel je suis. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
il nous faut arrêter de voir les quartiers comme étant juste quelque chose qui est politique ou structurel, géographique. Un quartier, c'est beaucoup plus que ça. Un quartier, il a une histoire. Il fait partie d'une ville. Et du coup, il est important d'aller comprendre quelle est l'histoire de ce quartier. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quels sont les genres de personnes qui ont donc le 4e arrondissement? Avant, il y avait beaucoup de tanneurs, il y avait beaucoup d'ouvriers. Maintenant, l'histoire, elle a changé. Le 4e d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Donc, quelle est l'évolution de ce quartier? Quels ont été ses enjeux? Et maintenant, qu'est-ce que ça dit de l'histoire qui est la sienne? Comment est-ce qu'il a envie d'évoluer? Comment est-ce que ce quartier est au service de la politique publique de la ville? Parce que tous ces quartiers ne vivent pas indépendamment les uns des autres, ils vivent les uns avec les autres. Donc si on a un problème dans le 18e, dans le 19e, on ne va pas rester caché dans le 14. À un moment ou un autre, ça va arriver chez nous. Donc se pose cette question de comment, quels sont les enjeux du quartier? Et tu vois, je travaille juste au niveau de l'école. Hein. Je ne suis pas au-dessus, je suis en dessous. Donc comment est-ce que mon quartier, quels sont les enjeux de mon quartier, comment est-ce qu'il peut évoluer, comment est-ce qu'il a envie d'évoluer. Et donc tu vois, tu as besoin d'aller discuter avec pas mal de gens déjà. Tu peux pas juste faire ça sur ton coin de table ou en discutant avec des potes. Il y a besoin quand même d'aller rencontrer ce monde. Et une fois que tu comprends, c'est là où je pense que la question est importante et qui est celle du service, qui est en quoi est-ce que l'école qu'on va fonder ensemble, l'ENI, nous permettra d'être au service des enjeux de notre quartier. Comment est-ce qu'elle va l'aider à avancer, à fulfill its potential. Je suis désolé, je fais le mec qui parle anglais, mais j'ai pas le nom en français. Comment lui permettre de pouvoir être à la hauteur du potentiel qui est le sien. Et donc, tu vois que dans une logique et une posture et un développement comme celui-ci, tu rentres d'une façon très structurelle, et on revient un peu, tu vois, sur en quoi est-ce que tes croyances viennent influencer tes processus qui, eux, sont influencés par ta structure. Comment est-ce que d'un point de vue structurel, les autres écoles, les autres commerces, les autres acteurs dans la région ne sont plus des compétiteurs, mais bien des partenaires qui vont me permettre de rentrer dans une forme de co-mutualisme qui, d'une façon assez incroyable et assez symbiotique dans certains espaces, va nous permettre, en tant qu'école, et en tant que quartier, et en tant que ville, et peut-être d'inspirer d'autres personnes dans le monde à construire une éducation qui fait du sens, au service des gamins, etc., etc. Donc déjà, juste comprendre que la meilleure façon de travailler au niveau de mon fonds, au niveau de ma boîte, c'est ne pas travailler au niveau du fond, c'est plutôt travailler au niveau de l'ensemble qui me dépasse. Donc par exemple, en tant que société de gestion, comment est-ce que je peux être au service différemment de mes LPs? Qu'est-ce que ça veut dire sur les problématiques qu'il y a en finance? Comment est-ce qu'on peut, au travers de différents mécanismes, accompagner l'émergence de nouveaux enlevés qui vont nous faire avancer, etc. Je pense que la réflexion, on a souvent des très bonnes réponses et des très bonnes solutions à des questions qui ne sont pas spécialement bien posées. Et il y a un besoin, je pense, en tant que financier, d'aller re-questionner ça. Qu'est-ce qui a compté? Qu'est-ce qui nous a permis d'avancer? Quel était le contexte? Sachant qu'il change, qu'est-ce que c'est en train de dire des autres éléments qui doivent changer dans nos croyances, dans nos postures, dans nos structures, dans nos produits et dans nos pratiques. Donc, si je reviens un peu dans la pratique, parce que c'était un peu conceptuel. Nous, bon, tu l'as compris, tu ne peux pas changer un système. Bon, on peut juste créer les conditions qui permettent à un système d'évoluer à son rythme. Donc ça, c'est l'esprit derrière ce qui nous a motivés dans notre aventure, avec l'ensemble des confrères et consoeurs qui sont les miens, en se posant cette question de, ok, on a un constat, comment est-ce qu'on va aller le rencontrer? Et du coup, quels sont les acteurs qui peuvent nous aider à avancer? Donc, on avait pas mal discuté avec des fonds. Comme je l'ai dit, il y a des problèmes structurels, parce que la plupart des fonds, même à impact qui veulent avancer, nous disent « Ah ouais, non, mais l'impact, c'est vu comme une classe d'actifs. » Et en fait, aussi longtemps que les détenteurs d'actifs dans une gestion allocative macro ne voient le private equity que comme une petite poche dans laquelle on est tous en compétition pour faire 20%, en fait, on n'arrivera à rien faire. D'ailleurs, même si je veux faire 10%, derrière tous mes talents, ils se cassent, parce que derrière, il n'y a pas les mêmes returns. Donc, tu vois, on est dans une problématique systémique. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait commencer avec des asset owners, les détenteurs d'actifs. Pourquoi ? C'est pas juste une question logique. C'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire qui est la nôtre, parce que mon associée, elle a grandi dans le monde institutionnel. Donc ce que je veux juste dire déjà au travers de cet exemple, c'est qu'il n'y a pas besoin de partir au Guatemala pour pouvoir lancer de l'innovation. Elle a lieu tous les jours, au quotidien, et peut-être ce qui nous manque, ce n'est pas une masse critique, mais des connexions critiques. On n'est peut-être pas juste au bon endroit avec les bonnes personnes. Et du coup, je pense que la première chose à se poser, c'est ça, en tant qu'expert, en tant que financier, en tant qu'aspirant financier, c'est de se dire, quelle est mon histoire, un peu comme celle que j'ai partagée. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi?
où est-ce que j'ai envie d'aller et au service de quoi, et quelles sont les structures qui incarnent ça et qui sont prêtes à repenser les modèles qui étaient ceux des succès d'hier, mais qui devront être repensés différemment. Donc nous, cette logique, on l'applique sur les types d'assets owners avec lesquels on va travailler. Tout le monde n'est pas prêt à intégrer de la systémie, de la durabilité dans ce qui est fait. Par contre, il y a des acteurs qui, d'une façon assez structurelle, n'ont pas le choix parce qu'ils font face à une réalité qui est très tangible. En fait, on ne peut pas changer, indépendamment de l'information qui nous arrive, si elle ne résonne pas avec une expérience vécue. Tu vois, genre, on peut difficilement comprendre comment la précarité peut influencer nos décisions au quotidien si on n'y a pas été. Rester dans cet espace où tu te dis, si je ne fais pas ça, je suis dans la rue, c'est une problématique qui ne peut être comprise in the guts, dans ses tripes, que quand tu l'as vécu. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'humilité sur des projets comme ça, parce qu'en fait, toutes nos histoires sont différentes. Et il y a un besoin de laisser cet espace, d'avoir des nouvelles discussions pour amener des nouveaux gestionnaires d'actifs, pour amener des nouveaux ingénieurs, pour amener des nouveaux négociateurs, des politiques, etc., qui ont en fait cette expérience. Quand je dis expérience, tu peux avoir 20 ans et l'avoir. C'est pas une question d'âge, c'est une question de quelle a été ton histoire et comment est-ce qu'elle est au service, non pas de toi-même, non pas comment elle est au service d'elle-même, ce qui est la finance, parce qu'elle est au service d'elle-même. Donc comment est-ce que tu la mets au service de quelque chose qui te dépasse. Et donc, on cherche des assets, il a été question de trouver des asset owners qui, d'un point de vue déjà moral, mais surtout technique et structurel, ont besoin d'avancer sur ces personnes, sur ces questions, parce qu'ils sont dans une approche de temps long. Donc il y a en effet, par exemple, des family office qui respectent pas mal de ces conditions-là. Mais il y a aussi des fonds de pension, des caisses de retraite, des institutions comme en France qui pensent le temps long, parce qu'il y a besoin de financer et d'investir dans des projets, même si on peut discuter quelques heures aussi sur quelle est la différence entre financement et investissement et en quoi l'un pourrait être l'autre, d'une certaine façon. C'est de trouver quels sont ces bons acteurs qui respectent déjà certaines conditions et qui ont envie, en fait, pour leur propre intérêt, d'avancer dans une certaine direction. Les retraites, par exemple, une mutuelle de retraite complémentaire, elle gère l'épargne de différentes de personnes, peu importe la typologie de personnes. Donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on est dans une approche très capitaliste, je ne vais pas aller maximiser le return. Je ne vais pas aller questionner cette condition-là. On est en train de parler de la pension d'artisan, on est en train de parler de la pension d'enseignant. Je ne peux pas lui dire on va faire de la décroissance. Et ces pauvres gens qui ont travaillé toute leur vie, ils n'auront plus d'argent. Donc le sujet ne peut pas être là. Donc on vient avec une contrainte, qui est une contrainte physique, sociale, mais aussi une contrainte économique, qu'on va plutôt utiliser comme étant des fondations. Donc c'est pas un problème, c'est quelque chose dont on a envie de prendre soin. Donc comment est-ce que je peux prendre soin de ça? Tu vois, donc déjà quand tu parles du soin, comme tu le sens ici, c'est pas la même conversation. Moi, je suis pas là pour me faire de la thune. Je suis pas là pour utiliser ces trucs. Non, moi, je suis là pour prendre soin de tout ça. Comment est-ce qu'on fait? Et donc, tu vois que ça crée déjà des conditions d'un échange qui est très différent entre des LPs, entre des sociétés de gestion, dans lesquelles on s'autorise aussi à partager nos faiblesses. Parce que quelque chose que tu connais bien en tant qu'ancien gérant, il y a ce côté très, je sais de quoi je parle, et puis il y a ce problème chez tous les experts. Hein. On attend d'eux qu'ils aient les réponses à tout. Ouais, mais je veux dire, c'est ok de ne pas savoir. Et surtout, c'est ce que je t'expliquais avec la question de complexité, les choses émergent au fur et à mesure qu'on avance. Donc heureusement qu'on se dit qu'on ne sait pas. Parce que si on croit savoir des choses qui ne sont pas vraies, on revient sur ce qu'on se disait sur les croyances. On va empêcher des nouvelles choses d'émerger. Donc l'approche même d'humilité, elle est indispensable pour nous permettre d'avancer sereinement et même d'une façon très rigoureuse sur des questions de complexité. Bref, excuse-moi, je digresse un peu. Non, mais c'est passionnant. Et puis ça me rappelle, puisque je suis aussi assez fan de Daniela Meadows, qui dit que si on approche le problème complexe trop vite avec un problème compliqué en tête, en général on trouve le bon levier, mais on l'active à l'envers. Et donc je te suis parfaitement. J'adore, et tu vois, ça nous amène cette notion de rythme, ça nous amène cette notion de danse. Et quand tu danses, mais mon pote, au plus t'es stressé et au plus t'es tendu, et au moins tu danses bien. Donc je veux dire, il nous faudrait l'appliquer en se disant, ok, on sait que ce qu'on fait, on est en train de parler de l'épargne qui pourrait poser 15 milliards de l'ensemble du peuple français. Je ne suis pas en train de dire qu'on va danser le tango tous ensemble, je suis juste en train de dire que ce stress et cette approche ne va pas nous permettre de prendre soin de ce qui compte.
qui est leur épargne, mais aussi des écosystèmes, la société dans laquelle ces personnes sont. Parce que moi, je beau avoir 3 millions, je suis malheureux comme un rat mort. Alors certains vont te dire, ouais, t'es dans ta Lamborghini, mais vaut être riche. Non, je préfère être pauvre, entouré de personnes qui comptent et qui veulent que j'avance et qui portent un rêve qui est commun, plutôt qu'être d'être seul avec mes millions. Donc je pense que là aussi, on rentre dans une question plutôt de modèle mental. Mais donc, t'as vu, je digresse beaucoup, c'est terrible. Pour revenir sur les asset owners, voilà, d'un point de vue plutôt technique, focus, focus. Ok, donc ils ont leurs contraintes long terme sur on doit maximiser le return. Très bien. Donc tu poses la question, combien est-ce que tu as envie d'investir dans ta thématique? Donc il y a forcément des thématiques qui sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, un fonds de pension pourrait très bien travailler sur la thématique du bien vieillir. Ça fait du sens d'une certaine façon en tant que mutuelle de retraite complémentaire d'investir éventuellement dans une question comme celle-ci. Ils se disent voilà, on a envie de... c'est une mutuelle. Donc on est détenu par nos adhérents. Donc ça, c'est une problématique structurelle qui va dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Parce qu'ils ne sont pas au service d'une architecture capitaliste en dehors du système. Ils sont quand même par eux-mêmes un système. Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on peut être au service de nos adhérents qui, pour la plupart, à un moment ou à un autre, seront vieux. Et donc comment est-ce qu'on peut les aider à vieillir dans les meilleures des conditions. Et donc là, tu vois que tu as un problème. Donc on revient sur ce que je te disais sur la question de capital-centric. À partir du moment où tu as une gestion allocative, où tu t'es dit je veux maximiser le return et maximiser l'impact, mais je ne vais allouer, je dis n'importe quoi, que 100 millions sur une partie equity, parce que c'est là où on doit aller maximiser le return, en fait, par design, l'equity ne peut pas faire d'impact. Tu peux contribuer un peu et avoir un tout petit peu d'influence, mais tu ne peux pas avoir un impact. Du coup, se pose la question de, si tu veux vraiment maximiser l'impact, mais tu passes par le mauvais outil. C'est pas ça qu'il faut faire. Tu veux maximiser l'impact, tu peux plutôt en avoir sur l'IMO, si derrière tu as une gestion très propre, en direct, de ton immobilier, sur du private equity ou sur de la dette privée. Donc tu vois, déjà il faut qu'il y ait un espace pour cette discussion. Tu vois, si je suis juste là à maximiser mon return, si tu es en train de lui dire à ton client ah ouais, tu sais, en fait à côté du fond tu peux faire ci, ça, le mec il se dit mais en fait il veut me faire les poches, du coup c'est hors de question. Par contre quand tu rentres, mais quand je dis ça, c'est pas une question de manipulation, c'est une question d'alignement. C'est qu'est-ce qui fait que, tu vois, donc moi j'ai tout mis de côté parce que j'ai envie de prendre soin, c'est ça qui compte, je m'en fiche de ce qui peut arriver. Alors forcément il faut qu'on en vive et tout, mais notre objectif c'est le soin. Et donc quand tu viens d'une façon très incarnée, très alignée dans une volonté de prendre soin, tu peux avoir une discussion comme celle-ci et au final ça peut amener l'instit, ce qui a été dans notre cas, ça a été une discussion qui est assez intéressante parce que très vite va se poser la question de l'impact et du coup de cette notion de sortir juste de l'equity, rajouter de l'argent dans d'autres classes d'actifs. Donc tu vois, cette stratégie qui était initialement qu'à 100 millions, elle devient 350 millions. Et donc tu vas réfléchir différemment sur cette allocation, où tu peux aller mettre 100 millions sur l'equity, tu peux en mettre 100 millions sur l'IMO, tu peux en mettre 100 millions sur du private equity, tu peux en mettre 50 millions sur la dette privée. Et donc là, l'idée, c'est de construire une théorie du changement inspirée du bien vieillir, qui va se décliner dans des thématiques qui sont investissables, mais aussi bien d'un point de vue philanthropique, en bas de bilan qu'en haut de bilan. Et là, tu vois qu'en fait, la logique dans son ensemble, elle est assez révolutionnaire parce qu'elle vient remettre en cause, enfin, en tout cas, elle nous invite à discuter différemment entre gérants qui sont spécialisés, qui sont plus là juste pour maximiser le return et minimiser le risque de leur portfolio, mais bien de créer les conditions, qui permettront à l'ensemble des autres classes d'actifs de prospérer. Merci. Tu me fais penser à Einstein, alors je me souviens plus de sa phrase exacte, mais qui dit que quand on a un problème, il faut changer de niveau pour avoir la solution. Donc effectivement, si au lieu de travailler finalement sur nos outils et nos objectifs habituels, on remonte, on recrée, je le dis avec mes mots, mais tu me diras si je me trompe, on recrée les connexions avec le reste de son écosystème, finalement on remet le petit système dont on fait partie à l'intérieur d'un système plus large, ce qui nous permet effectivement de rouvrir des potentiels. J'ai beaucoup aimé ce mot. C'est exactement ça. Et en fait, ça s'applique pas juste à la finance, ça s'applique partout. Si tu as une famille dysfonctionnelle, tu as un père, une mère, ou peu importe, hein, je prends un exemple classique, ça pourrait être peu importe, un père, une mère, un garçon et une fille. S'ils ont
tous les 4 un problème qui est issu essentiellement des sphères environnementales. Donc voilà, imaginons que tu as un contexte structurel qui est compliqué, tu as un père alcoolique, une mère droguée et puis deux enfants qui sont un en décrochage et l'autre voilà. En fait, tu ne peux pas résoudre le problème en allant envoyer chacun d'entre eux chez le psychanalyste. Parce que le problème, il n'est pas au niveau de l'individu. Il est au niveau de l'entité supérieure ou englobante qui est la famille. Et la façon dont on travaille la famille, ce n'est pas la même façon que celle où on travaille l'individu. Parce que tu vas aller questionner une question de culture. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être père dans un environnement arabo-musulman ou dans un environnement qui est catholique? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Comment est-ce que je suis présent pour mes enfants? Et tu vois, ces questions, alors tu peux les avoir entre adultes, dans les approches un peu plus contemporaines, tu peux les avoir avec tes enfants. Nous, dans notre culture, tu n'as pas cette discussion avec ton père. Tu ne peux pas dire, ouais, non, mais papa, tu sais, ça n'existe pas. Et ce que je veux juste dire, c'est que cette approche, elle vient nous limiter dans notre capacité à pouvoir résoudre des problèmes, parce que le problème, il n'est pas entre mon père et moi. Il n'est pas entre mon père et ma mère. Il est au niveau de notre famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne en tant que financier, en tant que personne, c'est qu'il y a des choses, et on parlait un peu des niveaux, qu'on peut résoudre à notre niveau. Mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais répondre aussi longtemps qu'on ne monte pas à un niveau supérieur. C'est exactement ce que tu disais. Merci beaucoup. Alors... Malheureusement, le temps tourne. Mais on a une question traditionnelle dans ce podcast en tant que dernière question. C'est est-ce que tu aurais soit des livres, soit un autre podcast, soit un film, soit quelque chose à recommander à ceux qui ont envie de pousser un petit peu plus loin sur le sujet? Damn. Alors déjà, désolé, je ne suis pas très podcast. Moi, je suis très livre. Donc pour rester un peu aligné et cohérent, je vais essayer de partager des livres en fonction des différents niveaux. Bon, en tout cas, moi, un livre que j'ai trouvé très intéressant, c'est les livres écrits par Pierre Descola, qui s'appelle Ethnographie des mondes à venir, qui vient justement questionner en fait en quoi est-ce que la façon dont je vois le monde va venir influencer certains gestes. Il y a ce côté un peu quel est ton thème astral et en quoi est-ce que moi, si je suis cancer et toi t'es poisson, je vais me projeter dans une relation plus ou moins différente. Donc en fait, ces personnes s'associent, même s'ils sont dans un autre domaine, à une façon de faire un monde qui est un peu différent et qui va venir conditionner tous ces éléments-là. Donc je trouvais intéressant de déjà aller les questionner, comprendre que nous sommes tous un monde et un système à part entière qui a ces éléments-là, et qu'en fait il serait intéressant de faire un peu cet exercice sur si je venais à changer cette croyance, qu'est-ce que ça impliquerait dans l'ensemble des quotidiens, des décisions que je prends. Un autre élément que je trouve assez fondamental si on a envie d'approcher assez sérieusement ce sujet, je pense, c'est le livre The System View of Life de Fritjof Capra, qui vient expliquer, bon, en gros, comment la vie s'est développée, mais surtout comment est-ce que l'ensemble des découvertes qui ont été aperçues dans le domaine biologique viennent nous informer sur qu'est-ce qui fonctionne dans un domaine cognitif et en quoi est-ce que ça se réplique dans un domaine social. Et comment est-ce que ce domaine social, combiné à un domaine connectif et biologique, vient influencer le domaine écologique qui est le nôtre. Donc je pense que c'est un livre qui pose des fondamentaux assez solides sur en quoi est-ce que comprendre les principes des systèmes vivants, une fois appliqués aux systèmes complexes, puisqu'ils peuvent ne pas être de cet acabit-là, est important si on a envie d'agir avec conscience et justesse. Pour les financiers qui veulent peut-être ouvrir leur chakra, je trouve que les livres de John Fullerton, qui est un ancien de JP Morgan, donc c'est pas un livre, c'est un paper qui s'appelle Regenerative Capitalism, que je trouve, c'est 240 pages, ça se lit assez vite en vrai, parce que c'est très conceptuel, c'est pas trop technique, et assez intéressant, parce que c'est la première fois, en tout cas pour moi, que je lisais un vrai financier, et pas un scientifique ou un académicien ou intéressant, c'est quelqu'un qui fait partie de notre monde, partager un peu le constat qui est intégré dans d'autres sphères, mais pas assez dans la nôtre, et qui vient expliquer d'une certaine façon quels sont les principes qui feraient du sens à appliquer dans notre quotidien, que ce soit dans de la gestion, dans de la création, dans de l'ingénierie, etc. Donc ça, c'est plutôt pour nous inviter à penser un peu différemment, à aller questionner nos modèles. D'un point de vue un peu plus pensée systémique, forcément la Bible de Donald Meadows, je trouve que c'est un livre assez fondamental qu'on devrait tous apprendre, juste pour comprendre, même dans notre quotidien, comment en fait certaines choses vont nous influencer. Comment, par exemple, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de perdre du poids, mais je continue à manger certaines choses. Et en fait, le fait de comprendre que je suis système
et que je suis dans une boucle dans laquelle si je ne fais pas quelque chose, c'est pas que je suis nul. C'est juste qu'il y a une autre partie de moi qui a envie de quelque chose d'autre et qu'en fait on rentre en contradiction parce qu'on a deux croyances qui nous amènent dans des directions différentes. C'est une façon déjà de se déculpabiliser parce qu'en fait nous ne sommes pas une personnalité monolithique, nous sommes un écosystème de différentes consciences intriquées les unes aux autres qui vont nous influencer. Et ça nous permet déjà de faire la liste un peu de nos croyances limitantes et puis de donner, je trouve, le pouvoir, enfin déjà ça nous lève un peu de pression. Parce que voilà, nous sommes humains, nous sommes système, donc il y a plein de contradictions et c'est normal. Et de voir comment est-ce qu'on peut avancer sereinement en allant les questionner. Et puis, je trouve que ça nous donne pas mal d'outils pour avancer aussi bien dans une sphère perso que pro. Après, voilà, ça dépend de moi. Et puis, 2 autres livres que je pense très intéressants. Donc, je pense que c'est un lieu commun maintenant si je dis que l'approche économique néoclassique est problématique. Et elle est d'autant plus problématique parce qu'elle s'inscrit dans une approche très, ce que je disais, mécanistique du monde. C'est une approche très machine. Or, comme on vient de l'expliquer, il y a un besoin de mieux comprendre cette complexité. Et le livre Origin of Wealth de Eric Benhofer est assez intéressant parce qu'il vient expliquer qu'est-ce que c'est en train de dire du système économique et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour accompagner l'émergence, parce que l'économie, c'est quelque chose qui émerge d'interaction, c'est pas un truc que je peux toucher. Et du coup, comment est-ce qu'on peut intégrer ce qui est compris en fait au niveau de la science de la complexité dans la doctrine économique, et ça amène des sujets assez passionnants sur qu'est-ce que c'est que l'inégalité, parce qu'en fait ils travaillent sur différents modèles et ils se rendent compte que indépendamment de la répartition, même si tu le fais sous une loi normale à différents endroits, si tu as des ressources qui sont toujours placées de façon inégale sur le territoire, tu vas avoir par définition, indépendamment du modèle, une création d'inégalité qui va se construire. Donc en fait, l'inégalité est une propriété émergente d'un design, indépendamment de la dynamique politique. Donc ça, c'est vrai que beaucoup de gens pourraient être un peu surpris et même fâchés de cette question. Donc le problème, c'est pas que l'inégalité émerge. La question, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller répondre en fait à ces inégalités et qu'est-ce qu'on peut construire pour permettre à ces inégalités de se rééquilibrer, etc. Bref, assez passionnant, notamment sur les sujets des communs. Et créer juste des espaces de dialogue dans lesquels tu peux partager des espaces, enfin des problématiques comme ça, permet en fait structurellement de diminuer différents types d'asymétrie. Et enfin, je pense que tu l'as compris, il y a quelque chose à faire dans la sphère relationnelle. J'aime pas les injonctions, il n'y a pas de faux. Mais quelque chose qui nous aiderait, je pense sincèrement, à avancer, mais d'une façon productive et même beaucoup plus écologique pour soi en tant que personne et pour nous en tant que collectif de financiers, ce serait de travailler différemment notre rapport à la performance, notre rapport à notre capacité à trouver des réponses et plutôt aller challenger notre capacité à poser des questions. Designing Regenerative Cultures de Daniel Christenval est un peu, je trouve, révélateur. Enfin, il vient ouvrir, je trouve, des espaces de réflexion assez intéressants. Parce que je pense que ce qui nous manque, c'est pas spécialement du jus de cerveau, c'est pas spécialement de trouver des solutions, c'est de prendre le temps et de comprendre quelles sont les questions qui nous ont manqué et quelles sont celles qui sont nécessaires pour qu'on puisse avancer sereinement dans le futur. Merci Yas. Alors sur cette dernière recommandation qui est presque pour moi une conclusion, se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer correctement et sereinement, parce que c'est vrai qu'on a le droit aussi de faire les choses avec sérénité et dans la joie. Pardon, je perds ma voix, ce qui n'est pas idéal pour un podcast. Donc merci Yas. Merci Lenny. Et à bientôt. À très vite. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.